Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des hypercalcémies du chat consécutives des aliments à objectif nutritionnel particulier pour la maladie rénale chronique. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur ces aliments suite aux dernières recherches. Le but aujourd'hui, c'est un petit peu de remettre au point parce qu'il y a des moments où on entend des choses comme quoi sur un stade IRIS2, il faudrait ne pas mettre d'aliment rénal et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Parce que c'est assez compliqué de passer de la recherche à une mise en pratique, et notamment en alimentation. Parce qu'en alimentation, on est sur un produit qui est complexe, qui ne va souvent pas se limiter à un ou deux paramètres. On va avoir des interactions entre les paramètres, on peut avoir aussi des effets de l'animal. Et donc, cet élément complexe, qui souvent en plus en recherche, on va complètement changer l'aliment, on ne va pas juste faire changer par exemple la quantité de phosphore, on va faire changer en même temps la quantité de calcium, de protéines. Et donc, il faut à un moment se reposer et dire très bien, là, que nous apporte cette recherche, comment est-ce que ça doit faire évoluer notre pratique et aussi comment est-ce qu'on doit faire la pratique et est-ce que vraiment on a des problèmes avec certains aliments. J'ai fait un choix dans cette présentation, je ne vais pas vous reparler de tout ce qui est système endocrinien, qui est souvent fait dès qu'on parle de calcium, de phosphore. Ici, j'ai fait plutôt le choix de parler de physico-chimie. Et donc on va parler notamment des interactions entre le calcium et le phosphore et comment ça peut nous aider à mieux comprendre justement ces hypercalcémies consécutives à certains aliments à objectif nutritionnel particulier pour la maladie rénale chronique du chat. Avant toute chose, je voulais vous représenter en fait ce diagramme que très certainement beaucoup de personnes connaissent. C'est un histogramme qui est issu de l'étude Plantinga en 2005. Où vous allez avoir en noir des chats en stade IRIS2 qui en fait ont reçu un aliment contrôle. Alors en fait ce sont des aliments contrôle, en gros des chats dont les propriétaires ne voulaient pas changer d'alimentation. Et donc là vous avez leur espérance de vie, à peu près 8 mois et demi, 9 mois en médiane de survie. Et ensuite en couleur, vous avez des aliments à objectif nutritionnel particulier, maladie rénale chronique. En bleu, les aliments humides et en rouge, les aliments secs. Et on voit que pour la quasi-totalité de ces aliments, la médiane de survie est doublée. Et on va être plutôt dans du 18 mois. Ces aliments, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils ont une quantité de phosphore qui est réduite et souvent une quantité de protéines qui est aussi réduite. C'était ce qui était fait avec les connaissances en vigueur quand on était dans le début des années 2000. Et puis là, on commence à remarquer qu'il y a quand même certains aliments qui se distinguent. Alors là, il y a un peu un coup de chance qui a été fait avec l'aliment 3, où là, on va jusqu'à quasiment 30 mois de médiane de survie. C'est quoi ce coup de chance? En fait, c'était un aliment qui utilisait du saumon riche en acide eicosapathénoïque et acide docosahexaénoïque, qui a des effets sur le débit de filtration glomérulaire. Donc là, première chose, malgré tout ce qu'on peut dire sur il faudrait pas utiliser les aliments à ONP quand on a une maladie rénale chronique. Si on veut voir de façon très globale, les aliments à objectif nutritionnel particulier maladie rénale chronique sont efficaces pour augmenter l'espérance de vie de nos animaux malades dès le stade IRIS2. Maintenant, allons un petit peu plus en profondeur sur les interactions qu'il y a avec le calcium, le phosphore et pourquoi est-ce qu'il y a des moments où on peut avoir des hypercalcémies. Alors, le calcium a été plutôt peu étudié chez nos carnivores domestiques. On a surtout étudié le phosphore. Mais vous allez voir que même en reprenant en fait à partir du phosphore, on va pouvoir avoir un sentiment de qu'est-ce qui peut aussi se passer sur le calcium, même si le calcium, oui, il y a d'autres mécanismes endocriniens qui peuvent rentrer en compte. Ici, vous avez une vieille étude de 98 fait par l'équipe de l'université de Munich. On va beaucoup en parler, ça fait partie de la grande équipe vraiment d'alimentation des carnivores et notamment de tout ce qui prend en compte les minéraux. Ils sont partis sur des chats européens et à ces chats européens, ils leur ont donné 6 aliments en tout avec différents niveaux de phosphore mais aussi différents ratios phosphocalciques. Et c'est à partir de cette étude où on voit que plus on augmente le ratio phosphocalcique, donc plus on augmente le calcium par rapport au phosphore, moins mon phosphore est digestible. Ça,
c'est extrêmement intéressant parce que on peut se poser la question, pourquoi il est moins digestible? Et puis c'est aussi ce qui vient souvent de la règle où on vous dit, très bien, pour qu'un aliment soit adapté, il faut qu'il ait un ratio phosphocalcique entre 1 et 2 quand on est à un stade physiologique. Et souvent, on vous dit encore plus, il faut surtout que ce soit supérieur à 1. Pourquoi? Parce que s'il est inférieur à 1, mon phosphore va être hyper digestible. Contrairement au calcium, j'ai très peu de mécanismes de régulation de l'absorption du phosphore. Et donc derrière, je risque soit des hyperphosphatémies et des hyperparathyroïdies secondaires à l'alimentation. Maintenant, qu'est-ce que ça pourrait donner pour le calcium? En fait, on a une étude qui nous montre ça. Alors, c'est plus qu'une étude, c'est une méta-analyse, toujours de cette équipe de Munich, mais là, beaucoup plus récemment, où ils ont pris toutes les études qui étudiaient l'excrétion en calcium et en phosphore des chiens et des chats. Et ils sont tombés sur un résultat qui est assez surprenant. Vous avez ici en abscisse la quantité de calcium excrété, en ordonnée la quantité de phosphore excrété. Comme c'est une méta-analyse, c'est avec plein d'aliments différents, avec plein de quantités différentes de calcium, de phosphore. Et ce qui est génial dans cette étude, c'est qu'on remarque que dans les fesses, j'ai un rapport massique de 2 pour 1 entre le calcium d'une part et le phosphore d'autre part. Alors pourquoi j'ai ce rapport un petit peu magique de 2 pour 1? C'est très certainement, on est sur de la formation d'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite, alors c'est ce qui constitue nos os, et en fait c'est un précipité qui est complètement non soluble et donc non digestible. Et là on voit que en fait si la quantité de calcium présent dans l'aliment a une influence sur la digestibilité du phosphore, la quantité de phosphore peut aussi avoir une incidence sur la digestibilité du calcium. Et ça va aller même au-delà. Alors on va revenir un petit peu sur une notion de chimie qu'on peut voir au lycée, c'est quand on a ces types de réactions, en fait, on a des constantes. Donc là, la constante, c'est et qui est vraie au niveau du tube digestif, mais qui est aussi vraie dans le sang, c'est que la quantité de calcium libre multipliée par la quantité de phosphore libre divisée par la quantité du composé calcium-phosphore, ça doit être toujours la même chose. Ce qui derrière a d'énormes incidences. Si par exemple vous avez vraiment beaucoup plus de calcium et très peu de phosphore, vous allez avoir plus de Ca2P et donc plus de calcium ionisé. Même chose, si vous manquez de calcium et que vous avez beaucoup plus de phosphore, vous allez diminuer votre calcium ionisé, derrière, ça va activer votre parathormone. Alors là, ce qu'on pourrait se dire, et c'est le schéma qu'il y a au-dessus, c'est tiens, mais pourquoi si je forme là aussi quelque chose qui est censé précipiter, pourquoi j'ai rien qui précipite dans mes veines et dans mes artères? Ça, c'est grâce à une protéine qu'on commence un petit peu tout juste à comprendre les mécanismes et aussi les implications, c'est la fétuine A. Cette fétuine A vient capturer le complexe calcium-phosphore et derrière vient s'assurer que ça soit toujours soluble en formant ensuite en plus de plus gros complexes dans le sang. En plus, cette fétuine A et la part libre a d'autres conséquences, y compris sur la gestion du métabolisme osseux. Mais là, on comprend que quand on va parler d'hypercalcémie, en fait, il y a une chose à la base, c'est qu'on va retrouver notre rapport calcium sur phosphore. Et qu'à un moment, si je déséquilibre ce rapport, et même si j'ai un calcium qui est trop soluble, si mon calcium est plus soluble, plus absorbé, j'aurai aussi moins de phosphore qui passera et donc j'aurai in fine plus de calcium ionisé. Par contre, si je les apporte dans des quantités équivalentes, ils seront moins digestibles l'un et l'autre, mais en plus, même dans le sang, je vais avoir moins de calcium ionisé. Voilà. Donc juste, bien sûr, ça va derrière interagir aussi avec tout le système endocrinien, mais juste en prenant des bases de physico-chimie, on commence à avoir des points. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau des aliments? Ici, je vous ai pris en fait le marché des aliments à objectifs nutritionnels particuliers, maladie rénale chronique, chez le chat, en 2020. Pourquoi en 2020? C'est avant la publication justement des articles qui posent la question
très fortement des hypercalcémies chez le chat qui sont mis avec des aliments à objectif nutritionnel particulier. On va faire là un petit zoom sur l'aliment qui est l'aliment 10. Pourquoi cet aliment 10 ? Parce qu'en fait, c'est cet aliment qui, dans toutes les études, revient. Et en fait, c'est l'un des seuls qui revient. Pourquoi ? Parce que regardez, ici vous avez en abscisse la quantité de phosphore et en ordonnée la quantité de calcium. C'est l'un des deux seuls aliments secs. Après, vous avez d'autres aliments qui sont avec un petit peu plus de calcium sur phosphore, mais c'est l'un des deux seuls aliments secs qui ont un rapport calcium sur phosphore à 2. Alors que tous les autres ont des rapports calcium sur phosphore inférieurs à 2. Et tous les autres, y compris les aliments de la même marque. Donc là, on est sur un aliment qui est le Royal Canin rénal, mais quand on regarde le Royal Canin spécial et le Royal Canin select, qui sont les aliments 9 et 8, ils ont un rapport calcium sur phosphore qui est inférieur. Et là, on voit que si on reprend les bases qu'on a, on peut se dire très bien, s'il y a plus de calcium, très certainement mon calcium sera plus digestible, mon phosphore moins digestible, et donc dans mon sang, je vais avoir plus de calcium, moins de phosphore, et donc je perturbe mes équilibres. Attention, et on va le voir, ça ne veut pas dire que ce sont des aliments qui sont inutiles, mais peut-être pas à tous les stades, et peut-être qu'en fait c'est un problème aussi de quand est-ce qu'on les utilise. Ces articles, quels sont-ils ? Je vous ai sorti là les 3 principaux articles, et puis on va les revoir un peu. Donc cet aliment 10, en fait c'est vraiment l'aliment qui revient à chaque fois quand on parle de ce problème d'hypercalcémie. Est-ce que c'est le seul qui pourrait poser problème ? Non, comme vous l'avez vu, il y en a un autre, mais je pense que là aussi, il y a des effets de marché. C'était aussi l'un des aliments les plus utilisés et les plus proposés par les vétérinaires en cas de maladie rénale chronique du chat. Quelles ont été les études ? Il y a une étude importante qui est cette étude où, en fait, ils ont pris l'aliment, donc 10, qu'ils ont appelé LPLP, l'eau phosphore, l'eau protéine, et ils l'ont donné à des chats pendant 18 mois. Donc cet aliment 10, il a un rapport protido-calorique de 59 grammes par mégacal, un apport en phosphore de 0,84 grammes par mégacal et un ratio calcium sur phosphore à 1,9. Donc on est bien sur cet aliment qui va très proche du 2. On va voir que avec cet aliment, ils ont remarqué des petites choses qui peuvent être embêtantes parce qu'ils l'ont donné en plus à des animaux qui étaient en stade iris 1 ou 2. Et ensuite, suite à ça, ils ont changé d'aliment. Ils ont changé d'aliment pour passer les chats pendant 21 mois sur un aliment MP-MP, modéré en protéines, modéré en phosphore. Cet aliment, et ça c'est une chose importante, ce n'est pas un nouvel aliment. Alors c'est l'aliment qui va devenir le Early Renal de chez Royal Canin, mais avant, il avait un autre nom, c'était le Senior Consult. Cet aliment, il est plus riche en protéines, 76 grammes par mégacal, et plus riche en phosphore, entre 1,4 et 1,6. Pourquoi entre 1,4 et 1,6 ? Parce que là, en plus, ils ont encore modifié un petit peu le protocole, et au lieu de mettre qu'un aliment sec, ils ont mis l'aliment sec et un aliment humide. Donc ça rajoute de la variabilité. Et le ratio calcium sur phosphore, lui aussi se voit diminuer. Donc entre 1,4 et 1,6 comme la quantité de phosphore. Donc on est bien, il n'y a pas d'erreur, on passe bien d'un aliment très faible en protéines et très faible en phosphore à un aliment modéré en protéines, modéré en phosphore, mais là vous voyez que déjà on a changé un petit peu l'interaction que je vais avoir avec le calcium. Alors cette étude, elle a donné quoi ? Ici je vous montre 2 graphes. Le premier graphe, le débit de filtration glomérulaire à gauche, où on voit que dans la phase LPLP, il est plutôt stable avec à un endroit une baisse. Et qu'ensuite, quand on passe en MPMP, il a tendance à augmenter. On va y revenir tout à l'heure parce que c'est pas anodin, et notamment dans les connaissances qu'on a aujourd'hui, modifier la quantité de protéines, modifier la quantité de phosphore, on ne voit pas ce qui peut induire une modification du débit de filtration glomérulaire. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est quand on regarde le diagramme de droite, qui là prend en compte en fait la quantité de calcium ionisé.
Et c'est ce qui a un peu alarmé tout le monde, c'est-à-dire que quand on est sous l'alimentation LPLP avec des animaux de stade Iris 1 et 2, on voit que cette quantité de calcium ionisé augmente jusqu'à atteindre des hypercalcémies. Et là, quand on a commencé à atteindre les hypercalcémies, c'est là où il y a le changement de protocole. On repasse à un aliment, alors au début ils ont rajouté un petit peu d'aliments humides, et ensuite un aliment modéré en protéines, modéré en phosphore, et là l'hypercalcémie va mieux. Ça va aussi parce qu'on a changé le rapport calcium sur phosphore. Et en fait, on peut l'expliquer à ça. Très certainement, oui, il peut y avoir une incidence aussi de le fait d'avoir un petit peu augmenté la quantité de phosphore avec les interactions qu'il y a avec le calcium, mais très certainement, pourquoi est-ce que c'est cet aliment qui ressortait? C'était le plus faible en phosphore qui existait à ce moment-là sur le marché, mais c'était aussi celui qui, par rapport à son phosphore, avait le plus de calcium. Et que là, on a certes augmenté le calcium, mais on a augmenté, et en plus grande proportion, le phosphore, donc on a baissé le rapport calcium sur phosphore. Est-ce que ça veut dire que c'est complètement inutile cet aliment? Non, c'est un aliment qui peut être extrêmement utile, et notamment qui va être très utile quand on a des hyperphosphatémies. Parce que quand on a des hyperphosphatémies, là je veux réduire la quantité de phosphore qui est absorbée, mais aussi je veux modifier au niveau sanguin mon rapport calcium sur phosphore. Et donc là c'est intéressant d'avoir beaucoup plus de calcium ionisé. Par contre, on n'a toujours pas résolu notre problème de débit de filtration glomérulaire. Et là, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire quand on propose un nouvel aliment, souvent, on ne corrige pas qu'une seule chose. Et à des moments, même ceux qui font l'étude oublient certains paramètres, et dans ce premier article, ça a été corrigé par la suite, ils n'ont pas du tout parlé des quantités de PADHA. Vous vous souvenez, c'est le constituant qui vient de l'étude de Plantinga. Donc ce sont des acides gras oméga 3 à chaîne très longue, polyinsaturés, et qui ont un effet sur le débit de filtration glomérulaire qui a même été montré chez l'être humain. Chez l'être humain, c'est toujours difficile de montrer des choses en alimentation parce on a tendance à changer notre alimentation tout du long. Donc là, avoir quelque chose qui montre une efficacité chez l'être humain, c'est toujours intéressant. Et en fait, quand on regarde ces deux aliments, le changement, il n'est pas anecdotique. Parce que quand on passe de l'aliment LPLP à l'aliment MPMP, on double l'apport en EPA et en DHA. Et donc là, très certainement, on récupère aussi notre quantité sur le débit de filtration glomérulaire. Après, si je change le débit de filtration glomérulaire, est-ce que ça n'a pas aussi une incidence sur ma capacité à réguler ma calcémie? Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Et ça, c'est toute la difficulté des études en nutrition. C'est qu'à chaque fois, quand je bouge une bille, en fait, je bouge plein de rapports. Et à des moments, je me dis, très bien, je vais faire une étude sur ça, mais comme je ne mets pas le même aliment, j'ai d'autres éléments dans mon aliment qui vont changer. Alors, les autres études ont montré aussi des choses intéressantes. Ici, vous avez l'étude de Tang, qui est issue un petit peu de toutes ces études sur les hypercalcémies avec les aliments à ONP, où là, ils ont montré que le risque d'hypercalcémie, il était favorisé si, avant de mettre sur le nouvel aliment, j'avais une hypophosphatémie ou une hypokaliémie. On retrouve en fait toujours notre action sur nos rapports et nos interactions entre les nutriments et entre les oligo-éléments une fois qu'ils sont dans le sang. L'autre élément qui le montre bien, c'est que les hypercalcémies, c'est un facteur pronostic négatif dans la progression de la maladie rénale chronique. Une autre étude, Elrich 2024, là est assez intéressante parce que elle peut être extrêmement utile quand justement on a ces hypercalcémies. Et qu'est-ce qu'elle conseille? Donc cette étude, il y avait une dizaine de cas de chats avec des hypercalcémies, soit complètement idiopathiques, soit consécutives à une maladie rénale chronique. Comment est-ce qu'ils ont fait pour limiter ces hypercalcémies et refaire venir les valeurs dans les normes? Premièrement, rapport calcium sur phosphore, ce qu'ils conseillent, c'est inférieur à 1,4. Donc là, on retrouve en fait ce qui a été proposé par l'aliment MPMP. Ensuite, la quantité totale de calcium inférieure à 1,6. Alors là, en fait, on va quand même retrouver, parce que si je veux que ce soit inférieur à 1,4 et que je veux en plus, vu que c'est un aliment rénal, pas avoir trop de phosphore, on va très rapidement tomber à un phosphore inférieur à 1 gramme par millical. Donc voilà, l'un et l'autre
vont pas mal ensemble. Ensuite, il y a d'autres conseils. Donc là aussi, ils ont tenté l'utilisation de fibres qui avaient été décrites précédemment pour les hypercalcémies idiopathiques par Fantinati en 2020, où là, le but, c'est de rajouter des fibres. Alors, dans l'article de Fantinati, ils utilisent des graines de chia. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des graines de chia. Vous pouvez utiliser d'autres sources de fibres. En fait, c'est l'une des propriétés, notamment de la cellulose, mais il y a aussi d'autres fibres, qui est en fait d'empêcher le calcium de bouger et un petit peu d'avoir une action, alors c'est pas le bon terme, mais de chélateur, et donc qui diminue la digestibilité du calcium. Attention toujours sur les fibres, plus vous mettez de fibres, moins votre aliment est digestible. Donc il faut en mettre, mais toujours faire attention à la digestibilité de votre aliment et donc aux autres paramètres de votre animal. Ensuite, il y a encore une étude de Tang en 2024 qui se pose la question en fait du magnésium. Oui, rajouter du magnésium diminue la digestibilité de mon calcium. Donc ça peut avoir un effet. Je tiens quand même à vous avertir, ça peut être fait par un pet fooder qui peut derrière monitorer plein d'autres paramètres, mais dès que vous allez bouger le calcium, vous allez aussi bouger les risques d'avoir des urolytes et notamment de favoriser l'estruvite. Donc là, faites attention à toutes les interactions. Personnellement, je ne suis pas du tout pour qu'il y ait sur, par exemple, une ration ménagère, un magnésium qui soit comme ça modifié. Laissez ça pour tout ce qui est aliments industriels ou confiez ça à un bordé de nutrition pour qu'il puisse justement ajuster ce paramètre en prenant en compte les autres interactions. Alors, toutes ces études, elles ont eu des conséquences sur le marché et c'est par ça que je voudrais faire une première conclusion, c'est que quand on regarde aujourd'hui, 4 ans après, je vais avoir 2 types d'aliments qui sont présents sur le marché. Ici, vous avez en rouge les aliments rénaux avancés, qui sont un petit peu les anciens aliments rénaux qui existaient en 2020, et les aliments dits early, donc les aliments précoces. Et là, vous avez l'évolution du ratio calcium sur phosphore. Et donc, on voit bien que, justement, par ces études, le ratio calcium sur phosphore a été diminué. Ce qui est parfaitement indiqué dans le cadre d'un iris 1 ou d'un iris 2. Par contre, dans le cas d'hyperphosphatémie, là, un ratio calcium sur phosphore plus élevé peut être là beaucoup plus indiqué. Donc là, c'est parfaitement dans les clous. L'autre élément, c'est le PADHA. Et c'est là, moi, ce que je regrette un petit peu dans... Voilà, petit reproche aux auteurs de ces études, c'est de ne pas avoir suffisamment parlé aussi de cette évolution de l'EPADHA. Et de dire que quand on a doublé la quantité de PADHA, ça peut aussi avoir des effets bénéfiques. Et on le voit sur les conséquences que ça a sur le marché, puisque on n'a pas de différence en fait, entre les aliments early et les aliments avancés pour tout ce qui est de l'EPADHA. Et même par rapport à ce qu'il existait avant les publications, j'ai pas en fait d'éléments qui ont été fortement augmentés en EPADHA, alors que peut-être que ça pourrait avoir un intérêt. En résumé, et s'il y a une seule chose qu'il faut retenir, mais aussi qu'il faut retenir des différents discours, c'est que, s'il vous plaît, on n'est pas là pour prescrire un aliment rénal. Je vous ai montré par les diagrammes, ici je vous ai pris uniquement calcium, phosphore, mais on peut prendre les protéines, on peut prendre les fibres, on peut prendre le sodium. Tous les aliments, même s'ils ont une même présentation un peu marketing, une même dénomination maladie rénale, tous les aliments sont différents, y compris dans une même marque. Donc ce qu'il faut en tant que vétérinaire, c'est surtout déterminer très bien comment est-ce que je veux nourrir mon chat. Qu'est-ce que je veux apporter? Comment je veux faire varier aussi les interactions entre mes différents nutriments? Et pour ça, vous avez besoin d'une chose, c'est de bien connaître et de bien à la fois diagnostiquer quelle est l'affection, mais aussi de faire un bilan complet. Quel mécanisme vous voulez cibler avec l'alimentation? Est-ce que c'est uniquement baisser le phosphore? Est-ce que vous devez aussi diminuer la digestibilité du phosphore ou c'est peut-être trop tôt? Est-ce que vous avez un risque plus ou moins important d'hypercalcémie? Comment vous voulez faire varier le débit de filtration glomérulaire? Est-ce que votre animal a aussi d'autres facteurs de risque qui sont possibles? Peut-être est-ce qu'il est déjà très maigre, en surpoids? Est-ce qu'il a des comorbidités, de l'arthrose, une affection cardiaque?
Et enfin, quel est le stade de sa maladie? Et en fait, c'est en prenant tout ça que vous allez pouvoir faire un cahier des charges, que vous allez pouvoir déterminer les facteurs nutritionnels clés. Et derrière, prendre les informations que vous avez sur les aliments qui sont dans le marché et dire, voilà, ces aliments-là sont les plus adaptés. Ces aliments-là ne sont pas de mauvais aliments, mais ne sont peut-être pas adaptés à ce chat, à ce stade. En tout cas, une chose est sûre, évitez de partir sur des préconceptions et surtout sur des conceptions qui sont uniquement basées sur le nom, comme quoi, par exemple, il ne faudrait pas donner un aliment rénal à un stade Iris 2 et uniquement un early rénal. Parce que même là, on est sur des aliments qui sont très différents. Merci beaucoup de votre attention et bonne journée.